Chers étudiants, bonjour. Voici notre deuxième séance avec un autre thème. Nous continuons, nous avançons. Aujourd'hui, dans cette séance, nous allons travailler sur l'approfondissement de la définition de la question de recherche et la recherche documentaire pour apporter des éléments de réponse à la question de recherche. Comme d'habitude, mon contrat avec vous est les objectifs pédagogiques de la séance, c'est-à-dire à la fin de cette séance, vous revenez sur les objectifs pédagogiques et vous me contrôlez, vous dites si effectivement j'ai essayé d'atteindre ces objectifs avec vous ou pas. Nous allons voir aujourd'hui une initiation aux différents types de ressources documentaires, mais c'est un début, c'est surtout la semaine prochaine que nous allons travailler beaucoup là-dessus en atelier. Aujourd'hui, c'est surtout théoriquement. Nous allons commencer à partir des mots-clés qui s'apparentent à la question de recherche, faire des recherches pour trouver des documents pour votre mémoire. Voilà, notre deuxième séance est composée de 6 chapitres, mais ne vous paniquez pas, c'est des 6 chapitres courts parce que vous savez l'objectif de ce cours, initiation à la recherche, est basé surtout sur de longs ateliers afin de pratiquer la recherche après des rappels théoriques courts. C'est ce que j'essaye de faire aujourd'hui. Je vous laisse regarder. Voilà, la séance 2, le premier chapitre. Non, je ne me trompe pas, il y a du tango dans ce premier chapitre. Le premier chapitre, rappel des livrables et tango du savoir. Mais qu'est-ce que c'est que ça? Or, je vous ai déjà expliqué ce que nous allons faire dans cette deuxième séance. Je vous fais un petit rappel de tout ce qui nous reste à faire dans ce planning. Mais, monsieur, pas besoin de refaire le calendrier des devoirs, on l'a bien en tête. Promis. La séance 3, c'est la présentation non notée, bonbon. La séance 4, la problématique collective, encore non notée, mais la séance 5, là, ça devient sérieux avec la synthèse individuelle notée à 60%. À la séance 6, on sera en autonomie pour le plan du mémoire. À la séance 7, on revient avec une présentation collective notée, la première du genre. Ensuite, séance 8 et 9, on bosse en autonomie sur l'introduction et la bibliographie du mémoire. Enfin, la séance 10, le grand show avec la soutenance du mémoire. Donc, voilà, calendrier en poche, on est prêt pour le spectacle académique. Merci quand même, monsieur. Oui, d'accord, ok, moi je voulais juste être utile. Vous ne voulez pas mon rappel, je ne ferai pas un petit rappel. Oui, il s'agit bien du tango. C'est effectivement, il y a une danse entre question de recherche et la recherche d'information. Comment? La question de recherche déclenche la recherche d'information. Vous avez une question, vous cherchez une information pour répondre à cette question-là. Mais lorsque vous trouvez de nouvelles informations, ces informations vous permettent d'affiner la question de recherche que vous avez eue. Or, avec la question raffinée, plus précise, circonscrite, vous pouvez trouver des informations encore plus pertinentes. Donc, vous voyez, le cercle continue de tourner. Ce dialogue entre la clarté de la question qui vous permettent des questions plus pertinentes et des questions plus pertinentes
qui vous permet de préciser encore la question, constitue un cercle vertueux, à mon sens, comme une danse, comme un tango entre la question de recherche et la recherche d'information. Ok, très bien. Le chapitre 2 de la séance 2, décryptage de la question de recherche. J'aimerais bien commencer ce petit cours sur la question de recherche par deux citations, parce qu'elles sont extrêmement éclaircissantes en ce qui concerne le contenu de ce qu'est la question de recherche. Je vous laisse regarder les auteurs de ces deux citations. La première citation, ce n'est pas qu'ils ne peuvent pas voir la solution, c'est qu'ils ne peuvent pas voir le problème. Qu'est-ce que c'est important? C'est un problème très classique des étudiants pour préparer le mémoire ou plus tard la thèse. La deuxième citation n'est pas moins intelligente. Un problème bien formulé et à moitié résolu. Si vous voulez les entendre, ces deux citations dans la version originale, It isn't that they can see the solution, it's that they can see the problem. A problem well stated is a problem half solved. qu'est-ce que c'est important? Pour bien comprendre, pour bien définir une question de recherche, pensons à un processus à 3 étapes. Dans un premier temps, c'est un contexte. Ça peut être un secteur, ça peut être le marché de votre secteur, je veux dire du secteur dans lequel vous faites une alternance. Ça peut être un grand thème, ça peut être par exemple l'intelligence artificielle, ça peut être le marketing direct d'une manière générale. Il faudrait commencer par justifier de partir avec un contexte. Ce contexte est important parce que, et puis ça commence. Eh bien, il se trouve que dans ce contexte, vous repérez un problème. Il y a quelque chose qui ne va pas. Il y a quelque chose qui ne rassure pas. Il y a quelque chose qui se positionne en écart avec le savoir, ou encore d'autres. C'est un problème. C'est un problème, c'est-à-dire que ça ne va pas. Il faudrait trouver une solution à cela. Et bien, à partir de ce moment-là, vous définissez une question de recherche. Attention, une question de recherche n'est pas un problème. Un problème est redéfini, repositionné, reformulé, révisé dans une question de recherche. C'est-à-dire que vous dites, je pense que ce problème vient d'un fait, d'une question, d'une interrogation qui serait ma question de recherche. Alors, une question de recherche, question-réponse entre vous et moi. Pourquoi une question de recherche? Eh bien, parce que c'est avec une question de recherche qu'on peut arriver à connaître un inconnu qui nous gêne. Qui nous gêne pour la gestion, qui nous gêne pour la santé, qui nous gêne pour la sécurité, qui nous gêne, c'est un inconnu gênant. À partir de ce moment-là, tout effort de la recherche doit se positionner par rapport à la question de recherche. En ce qui vous concerne, votre mémoire, toute partie, tout chapitre, toute section, tout paragraphe répond d'une manière d'une autre, se positionne d'une manière d'une autre à la question de recherche. N'oubliez jamais cela. Ayez toujours la question de recherche présente à l'esprit, éventuellement noir sur blanc sur un texte devant vous. Mais si la question de recherche est importante,
Combien peut-on en avoir dans un mémoire? Eh bien, la question est simple. Une, c'est comme l'amour, c'est comme Dieu pour les monothéistes. Vous ne pouvez pas en avoir plus. Un mémoire, une question. Vous avez plus d'une question, vous allez avoir un mauvais mémoire. Parce que ça serait confondant. Où faut-il mettre la question de recherche? Dans l'introduction. Vous commencez par un sujet, un contexte, une problématique, et vous définissez votre problématique dans une question de recherche, toujours dans l'introduction. Parce que c'est cette question de recherche qui va commander subjectivement, intellectuellement, tout le texte de votre mémoire. Encore une fois, un problème, c'est que, docteur, j'ai mal. Une question de recherche de la part du docteur, ah, c'est peut-être le sang. Allez me faire un test sanguin. Docteur, j'ai mal. Ah ben, docteur va dire, ah ben, c'est peut-être que vous avez un os cassé. Allez faire une radio. Voyez? Donc, un problème, c'est un problème. D'accord? Mais vous justifiez qu'il y a un problème dans un contexte, et puis après vous dites, comment? Qu'est-ce que je soupçonne pour résoudre ce problème? Ça serait votre question de recherche. À quelle longueur? Une question de recherche. Une question de recherche est courte, pas un paragraphe. Lorsque vous mettez un paragraphe, 2 paragraphes pour expliquer votre question de recherche, conclusion, votre question de recherche n'est pas claire, tout d'abord pour vous-même. Une question de recherche est courte, pertinente, circonspecte. Comment je peux savoir si j'ai une bonne question de recherche? En ce qui vous concerne, par équipe. Premièrement, posez-vous la question, regardez votre question de recherche. Est-ce que votre question de recherche a une conception claire? C'est-à-dire, quel est l'esprit de votre question de recherche? Est-ce que votre question de recherche interroge une question morale entre mal et bien? Licencier les salaires bas au moment de la crise qui touche l'entreprise est-il moral? Ou est-ce que ma question de recherche est relationnelle? Il y a une corrélation entre deux variables, entre deux choses. Le port de la marque par l'influenceur affecte-t-il la vente de la marque? Vous voyez, une relation entre deux variables. Est-ce que l'influenceur cause la vente? Ça peut être descriptif. Parce qu'on ne connaît pas, il faudrait connaître un petit peu plus. Comment Metaverse a-t-il changé les entretiens d'embauche, par exemple? Ou bien ça peut être une question de différentiel, ça peut être relationnel, mais on considère cette fois la différence. Par exemple, est-ce que la crypto-monnaie a eu l'influence sur la vente des véhicules électriques, comparaison entre le comportement américain et le comportement français? Vous comparez. Parfois, vous comparez parce qu'il y a toujours un exemple de référence dans le monde et vous voulez comparer votre secteur, votre pays, votre entreprise par rapport à un exemple qui est bien. Est-ce que ma question de recherche, est-ce que votre question de recherche par équipe est précise? C'est-à-dire, est-ce que vous avez évité les généralisations, des termes flous, ce n'est pas clair? C'est pour ça que franchement, entre vous et moi, j'aime pas une question comme en quoi la crypto-monnaie va faire ceci ou cela. En quoi ça veut dire quoi? En quoi ça veut dire quoi? Donc soyez très précis, très tranché. Dites s'il y a des villes
qui décide de vous embêter, est-ce qu'il peut vous embêter? Donc soyez très catégorique pour le choix des termes. Il ne faut pas être un jugement de valeur. Pourquoi les marques trompent-elles les clients? Enfin, écoutez, moi je ne veux pas vous censurer. Je vous proposerai de vous poser la question. Qu'est-ce que la tromperie? D'accord, vous définissez. Et puis, votre question de recherche, quelle marque a-t-elle trompé le client, par exemple? Jargon complexe, trop difficile, que personne ne comprendrait. Troisième élément d'une bonne question de recherche, c'est des limites de l'analyse. C'est très simple. C'est quoi les limites? C'est tout le temps, on vous l'a dit également au lycée, surtout en terminale pour la philo, c'est délimiter votre sujet. C'est quoi les limites? C'est-à-dire préciser, présenter, introduisez les variables, c'est-à-dire ce qui change, et montrer les variables. Par exemple, je travaille toujours avec mes étudiants, l'influenceur affecte-t-il la vente? Eh bien, mais attendez, quel type d'influenceur? Sur quel média social? Quel type de vente? Quel type d'influence? Tout ça, c'est très important. Variable doit être très très clair. Facilité de recherche ou bien facilité d'accès aux sources documentaires pour apporter des éléments de réponse à la question. Donc, ce n'est pas une information qui va donner la réponse à votre question, mais ça peut vous apporter des éléments de réponse que vous allez monter après tout ça ensemble. Et il faudrait que la question de recherche être intéressante, doit être éventuellement intéressante pour l'entreprise, pour le monde social, pour l'académie et pour vous-même également. Lorsque je dis justification de l'importance, justification de l'intérêt, c'est surtout pour l'entreprise, la société et l'académie. Éventuellement pour vous également. Mais vous ne pouvez pas dire c'est une question intéressante, importante, parce qu'elle m'intéresse. Donc, un test, s'il vous plaît. Avez-vous compris? Choisissez entre ces deux réponses possibles pour clarté de conception. Quelle question entre A et B est mieux conçue? Je vous laisse lire. Donnez-moi la réponse. OK? Très bien. Bien évidemment, on ne triche pas. Deuxième question concernant la précision. Je vous donne deux questions. Laquelle entre ces deux-là est plus précise? Je vous laisse lire. Je vous laisse choisir la bonne question en ce qui concerne la précision. Avez-vous donné votre réponse? Troisième trait d'une bonne question de recherche, les limites de l'analyse. Entre ces deux-là, quelle question, à votre sens, définit mieux les variables et les relations entre les variables? Parce que c'est comme ça que vous délimitez. Ce n'est pas l'influenceur, c'est un type particulier de l'influenceur. Ce n'est pas l'influenceur en général, c'est sur un média bien précis. Alors, entre ces deux-là, vous avez lu, vous avez choisi. Très bien.
Quatrièmement, pour quel type, pour quelle question entre ces deux-là, A et B, on a plus aisance à trouver l'information nécessaire. Vous avez lu, vous avez choisi. Question 5, justification de l'intérêt. Je vous ai dit pour différents publics que maintenant vous connaissez par cœur, bien évidemment vous-même, mais surtout l'entreprise, la société et l'académie, le savoir académique. Alors, lisez-moi ça, donnez la réponse, et bien on va voir si vous avez donné de bonnes réponses entre vous et moi. Soyons honnêtes. Très bien. Très bien. Nous sommes arrivés au chapitre 3. Je vous ai dit que les chapitres ne sont pas aussi longs que ça. Par contre, l'atelier pour préparer votre livrable A va être long et costaud. Pour les sources de données, parce que vous allez chercher également les différents types de ressources documentaires. Collecte d'informations pour la recherche d'informations est indispensable. Je vous ai dit qu'il y a un tango entre ces deux-là. La première chose est de savoir si les données qui pourraient répondre ou apporter des éléments de réponse à la question de recherche existent-elles comme telles dans le monde, sur le marché, dans la nature, je dirais, sur Internet, dans les bibliothèques. Est-ce que ces informations qui existent sont pertinentes et loyales? Et en fonction de ça, il y a deux réponses. Vous dites oui, ces informations existent. Ou bien vous dites non, ces informations n'existent pas. Si ces informations n'existent pas, il faudrait les créer. Vous allez sur le terrain, vous allez des enquêtes, etc. Ce n'est pas pour votre mémoire, ça serait pour la thèse, ça serait pour plus tard. Donc là, ici, on travaille pour le mémoire, en bachelor, surtout pour la récupération des informations qui existent et qui pourraient éclaircir la réponse à une question de recherche. Normalement, je dirais, nous avons grosso modo ces sources, je les mettrai en deux grandes catégories. Ces catégories, ça peut être livres, ça peut être presse, ça peut être internet, ça peut être études, ça peut être rapport, ça peut être blog, ça peut être tout ça, académique ou pas. Il y a une différence entre ces deux-là. Et cette différence est très importante parce que si pour votre mémoire, vous pouvez utiliser les deux pour la synthèse d'un article académique, c'est-à-dire le travail individuel, c'est-à-dire 60% de la note finale, ça doit être surtout un article académique dans cette catégorie-là. Nous travaillerons là-dessus un petit peu plus. Pas aujourd'hui, pas dans la sens 2, mais surtout dans la sens 3. Je vous laisse regarder. Ça serait barbant si à chaque fois j'explique point par point, mais ça serait important de les connaître. C'est regardez. Là, ici, vous avez le signe des ressources documentaires non académiques en ce qui concerne les articles, les études, les livres, etc. Donc, regardez-les, retenez-les, vous les gardez comme vous voulez, et puis après, la question c'est comment, où est-ce que je peux les trouver? Et voilà. Surtout Learning Center de notre école, là, vous pouvez trouver beaucoup d'informations là-dessus. Je vous donne quelques
site internet également. Ça, par exemple, j'aime beaucoup, un GramViewer. C'est les livres qui sont publiés en général. C'est encore un moteur de recherche de Google qui est formidable, qui est très intéressant. Vous mettez un thème, un sujet, et vous pouvez voir comment ce thème, ce sujet de livre est consulté et sollicité sur le temps. C'est extrêmement intéressant. Par exemple, regardez pour Sherlock Holmes, c'est beaucoup plus, ça m'a étonné, c'est beaucoup plus sollicité aujourd'hui que par le passé, alors que par le passé c'était un petit peu plus actuel. Et Frankenstein, je pense que c'est l'intelligence artificielle et le transhumain et les robots intelligents qui ont intéressé de nouveau les gens pour s'intéresser à Frankenstein. Vous avez également un autre site de Google, comme d'habitude Google Trends, j'aime beaucoup. Là, vous allez trouver les tendances par la recherche des gens sur Google, et c'est une base excellente que vous pouvez voir en ce qui concerne votre sujet de thèse pour voir si vous êtes dans les tendances lourdes ou pas. Ça également, je vous conseille de jeter un coup d'œil là-dessus. Un autre site web de Google que j'aime beaucoup, c'est Public Data. C'est extrêmement intéressant. C'est normalement, si vous voulez, pratiquement tous les organismes de statistiques importants dans le monde, vous pouvez trouver accès à ces organismes sur ce site, et c'est extrêmement intéressant parce que vous pouvez manipuler les différentes variables. Imaginez que par exemple pour un pays, vous voulez connaître la consommation d'électricité, vous voulez par exemple connaître le revenu par tête, eh bien, vous pouvez manipuler, vous pouvez préciser, vous pouvez filtrer et vous pouvez trouver ce que vous cherchez vraiment. Donc, pour la première catégorie des sources de revenus, le premier type, qu'il s'agisse d'un livre, d'un article, d'un rapport, d'une étude, lorsque vous cherchez dans les sources non académiques, je vous ai donné 3 sites liés à Google, affiliés Google, qui sont extrêmement intéressants, en plus des tableaux que je vous ai donnés pour d'autres types, d'autres bases de données, et où vous pouvez les trouver. Maintenant, la deuxième grande famille de sources documentaires, c'est des sources académiques. Vous savez, c'est beaucoup plus fiable parce que la méthode de créer ce savoir, ces données, sont très rigoureuses. Il y a une évaluation toujours. En fonction de l'évaluation, il y a révision, il y a amélioration, et donc c'est très fiable, et c'est dans cette catégorie-là que vous allez trouver un article académique qui servira comme source à votre mémoire et qui également serait votre projet individuel à déposer pour 60% de la note finale. Je vous laisse regarder, ça serait barbant que j'explique tout cela. Si vous voulez, vous prenez une photo ou pas, vous revenez sur ce tableau ultérieurement, vous faites comme vous voulez, mais c'est surtout pour vous dire que ces sources sont très fiables. Où est-ce que vous pouvez les trouver? Encore une fois, les grandes bases de données de l'école, je les utilise, surtout EBSCO, que vous avez au milieu de la première ligne très souvent. Vous allez dans l'intranet, vous allez dans les pages de Learning Center. Dans les pages de Learning Center, vous trouvez les bases de données, et dans les bases de données, vous avez une grande liste et vous allez trouver tous ces éléments-là.
Vous avez encore à votre disposition Google Scholar et vous avez Journe, vous allez les mettre sur Internet et ça vous donne accès aux références en ce qui concerne Google Scholar, aux références, parfois avec l'article ou pas, mais ce que je conseille toujours à mes étudiants, vous prenez la référence ici et vous allez dans les bases de données, vous avez l'article. Parce que parfois Google Scholar donne la référence et Abstract, le résumé, sans donner accès à tout l'article, parce que c'est payant. Or, dans les bases de données de l'école, vous pouvez avoir tout l'article assez souvent. Journe, c'est une autre base de données libre d'accès sur Internet, extrêmement intéressant. Pourquoi? Parce que c'est le moteur de recherche des acteurs libres à choisir. حق فلسطینیان برای داشتن یک کشور مستقل پذیرفتنی نیست. The refusal to accept the two-state solution for اجتناب از قبول راه حل دو کشوری برای اسرائیل و فلسطینی‌ها و انکار حق داشتن کشور. Je vous conseille de paramétrer Google Scholar directement sur la base de données que Learning Center de l'école met à notre disposition. Donc, dans ce cas-là, si vous trouvez un article intéressant sur Google Scholar qui n'est pas d'accès libre, qui est payant, vous pouvez quand même l'avoir gratuitement si vous avez paramétré Google Scholar sur votre ordinateur, sur votre compte de l'école, et vous aurez directement l'article. C'est extrêmement intéressant. Je vous recommande de faire cela. Et si vous ne savez pas trop comment faire, mais écoutez, rapprochez-vous des 6 collègues amis de Learning Center qui sont vraiment formidables. Moi, vous savez que j'étais affecté sur le campus de Dijon et maintenant je suis venu à Lyon surtout pour le pôle des technologies digitales qui est ma spécialité. J'ai plusieurs regrets, surtout parce que je suis loin de mes amis et surtout des amis de Learning Center. Ils sont très très serviables, ils sont très très efficaces et ils sont très très gentils. Vous envoyez un mot, vous posez une question, vous allez avoir sur le coup des réponses. Je vous recommande de vous rapprocher de ces amis-là. Connaissez également la charte éditoriale BSP, aussi bien pour le format de mémoire que pour la charte éthique. Je vous ai mis les éléments ici, mais je sais par ailleurs que vous avez les liens dans d'autres documents que vous avez à votre disposition. Très bien. Nous allons voir maintenant vers l'auto-évaluation du cours. Avez-vous bien compris le cours? Parce que vous avez besoin de ce bagage théorique et conceptuel pour mener à bien le premier livrable qui serait la bonne partie de l'introduction du mémoire collectif final. Je vous laisse regarder. Si vous avez regardé bien, si vous voulez après poser des questions à moi, ça serait avec le plus grand plaisir. Vous pouvez passer me voir, vous pouvez m'envoyer des messages. Ça me ferait énormément plaisir parce que je sais que l'étudiant qui a une question, c'est l'étudiant qui s'implique dans la préparation du mémoire, dans la compréhension du cours. Et c'est le meilleur cadeau que vous pouvez donner à un professeur. Ok. Nous allons voir surtout maintenant l'atelier de la préparation du livrable. Vous avez déjà commencé le livrable 1, tout au moins vous avez une ébauche de questions de recherche,
maintenant, nous allons travailler en atelier et nous allons essayer de mener à terme le livrable A avec Vous avez compris, vous avez une mission impossible à faire. Regardez, pour définir votre question de recherche d'une manière circonscrite, comme je le souhaite, comme tout le travail sérieux le souhaite, nous commençons par mettre la question de recherche initiale, ce que vous avez déjà préparé, au centre d'une carte mentale. Je vous donnerai quelques explications par la suite. Ensuite, à partir de ça, avec des flèches et des bulles, vous définissez toutes les questions possibles à partir de votre question de recherche initiale, que j'appellerai l'esquisse de votre question de recherche. À chaque fois que vous sortez de cette question initiale d'esquisse, avec les tendances, les défis, les acteurs et les impacts des tendances et défis sur les acteurs, vous dessinez avec des flèches et des bulles des questions et des points auxiliaires et apparentés. Donc, au bout d'un moment, vous aurez un schéma très détaillé de toutes les questions possibles. Vous aurez un grand panorama autour de votre question initiale d'esquisse. Vous essayez d'éliminer les redondances, vous essayez de regrouper, vous essayez d'arriver à un schéma beaucoup plus dense. Et puis, vous arriverez à avoir une question maintenant beaucoup plus précise et vous aurez à chercher des documents comme je vous l'ai expliqué précédemment par type de document. Vous aurez des documents non académiques, différentes catégories, vous aurez des documents académiques, surtout des articles académiques parce que vous avez des synthèses individuelles à préparer également. Donc voilà, c'est la tâche 4 pour votre mission impossible. Et puis, in fine, vous aurez à rédiger un énoncé de 350 mots, c'est plus ou moins une page de A4, un petit peu moins. Donc, présentons le sujet, les tendances, les enjeux, les impacts et surtout la question de recherche qui est extrêmement importante. Voilà donc votre mission impossible. Voilà, vous voyez, vous devez arriver à un schéma plus ou moins comme cela. Maintenant, c'est un exemple. Artificial Intelligence, c'est la question d'esquisse, la question initiale. Et vous savez, avec les flèches et les bulles, etc., vous essayez de trouver les tendances, les sujets, les acteurs, les défis, etc. Mais où est-ce que vous pouvez... Voilà, je vous donne 5 exemples. Je vous en avais parlé déjà à la première séance. Ça, ces plateformes des mind mapping, des schémas mentaux, ont des versions gratuites à votre disposition. C'est très simple. Vous allez les télécharger en équipe. Donc, vous prenez un de ces schémas à votre disposition. Une question de base, c'est votre question de recherche initiale, et à partir de cela, vous essayez autour de ça de trouver les tendances, les sujets,
les défis et les impacts de ces éléments sur les acteurs. Et vous allez trouver également les acteurs. Et ça vous permettra d'avoir un schéma mental pour mieux définir, mieux circonscrire votre question de recherche. Là, ici, vous avez identifié et formulé une question de recherche. C'est, je vous ai dit, un document de 350 pages, une page A4. Voilà, vous allez brièvement répondre à ces questions-là. Ce qui est important, c'est surtout le point numéro 6, quelle est votre question de recherche? OK. Après ce schéma mental, après ce mind mapping, vous aurez créé une question de recherche pour le mémoire et pour l'équipe. Est-ce que c'est une bonne question de recherche? Une bonne question de recherche a différents éléments. Le premier élément, posez-vous la question, est-ce que notre question de recherche a une conception claire? Est-ce que clairement la question de recherche évoque, par exemple, une question morale? Pour être un petit peu dans un jargon un petit peu pédant, je dirais, est-ce qu'il y a une conception casuistique, c'est-à-dire morale, entre le mal et le bien? Ou est-ce que la question est relationnelle, clairement, qui s'interroge une relation entre deux variables ou plusieurs variables? Est-ce que la question de recherche est clairement descriptive? Est-ce que la question de recherche est clairement différentielle entre une comparaison entre un métier dans deux pays, entre l'influence de l'influenceur sur Instagram en France et aux États-Unis, par exemple? Est-ce que la question de recherche adresse un inconnu? Ou est-ce que c'est un approfondissement? Est-ce que c'est une exploration? Est-ce que c'est une description? Est-ce que c'est une causalité comme relationnelle que nous avons vu dans la même question? Écoutez, une conception n'est pas à la fois toutes ces caractéristiques dont je vous ai parlé. Donc, votre question de recherche peut être très clairement relationnelle et qui cherche à identifier une cause ou qui adresse, par exemple, une question morale. Donc, la première chose, est-ce que la conception de votre question de recherche est satisfaisante? Deuxième chose, est-ce que votre question de recherche est précise? Qu'est-ce que cela veut dire, une question de recherche précise? Posez-vous la question, est-ce que la question de recherche évite les généralisations? Encore une fois, avec l'influenceur, est-ce que l'influenceur impacte sur les médias sociaux? C'est tellement général. Quel type d'influenceur? Sportive, hollywoodien, intellectuel, sur quel média social, quelle génération, sur qui, quel type d'impact, voilà. Donc, voyez, précision, c'est ça. Évitez les termes flous qui peuvent être interprétés de différentes manières. Qu'est-ce qui est flou? Eh bien, le terme, la phrase qui peut être interprétée facilement différemment. Les jugements de valeur. Vous ne répondez pas à votre question de recherche dans la formulation de la question de recherche. Et puis, un jargon complexe, n'essayez pas à impressionner le lecteur, je connais des mots. Troisième question que les membres de l'équipe se posent pour être sûr que la question de recherche est bien formulée. C'est la délimitation
de l'analyse. Qu'est-ce que cela veut dire, la délimitation de l'analyse? C'est que, est-ce que les variables sont claires, déterminées? Est-ce qu'on peut les compter? Est-ce qu'on sait quelles sont les relations et quelles relations entre ces variables cherche-t-on? Donc voilà, c'est ça. On ne dit pas, encore une fois, influenceur, on dit influenceur sportif sur Instagram. Vous voyez, ça change complètement. La variable est très très claire. Et sur quoi vous cherchez l'impact sur la génération Y en ce qui concerne le choix de la musique. Vous voyez, ça change complètement. Quatrièmement, facilité d'accès à l'information qui fournirait des éléments de réponse à la question. Et puis, numéro 5, est-ce que ça vaut le coup? Est-ce que ça vaut le coup si la question de recherche est intéressante? Intéressante pour qui? Pour surtout 3 publics, pour le monde professionnel, pour le gérant, pour le directeur, pour le cadre supérieur, ou cadre moyen, pour quelqu'un qui a décidé. Deuxièmement, est-ce que la question de recherche intéresse les causes sociales, donc la société? Troisièmement, est-ce que la question de recherche intéresserait l'académie? Vous pouvez très bien dire que ma question de recherche est terriblement importante pour le monde d'entreprise pour la raison suivante, peut-être beaucoup moins pour le monde académique, mais nous allons quand même pour cette question de recherche parce que, et vous donnez vos raisons. Voilà. Voilà, et puis ici, pour être sûr et certain, en équipe, vous vous penchez sur votre question de recherche et vous évaluez maintenant plus clairement les différents éléments d'une bonne question de recherche. Donc vous dites, est-ce qu'en ce qui concerne par exemple la clarté de la conception de la question de recherche, est-ce qu'on peut maintenir telle quelle la question de recherche parce que la conception est claire ou non, il faudrait ajuster un petit peu? Non, un petit peu plus qu'un réajustement, il faudrait reformuler, il faudrait aller plus loin, il faudrait aller beaucoup plus loin, je dirais une révision majeure. Ou bien, mais écoutez, ça ne vaut pas le coup, laissez tomber, vaut mieux complètement redéfinir la conception de notre question de recherche. Et donc, le même processus pour d'autres traits d'une bonne question de recherche. Une fois que la question de recherche est claire, forcément, les mots-clés, les termes clés se manifestent. Avec ces termes clairs et puis les différentes sources documentaires que je vous ai présentées précédemment, vous devez constituer une base documentaire pour votre mémoire, académique, non académique. Des documents pertinents pour votre question de recherche. Encore une fois, je répète, je l'ai répété 10 000 fois, mais jamais assez, vous n'avez pas à impressionner le lecteur en disant que, mais écoutez, dans notre bibliographie, il y a Kant, il y a je ne sais quel économiste très connu, vous avez Christensen, vous avez Williamson, vous avez Hegel, vous avez Descartes. Laissez tomber. La pertinence du document avec la question de recherche doit être claire. Tenez-vous bien, dans votre présentation orale, une de vos présentations orales, vous devez justifier justement la pertinence des documents que vous avez trouvés. J'espère que c'est clair.
Pour vous faciliter la vie, de nouveau, j'ai reproduit les différentes sources documentaires. Un petit peu en résumé, mais un petit peu, parce que sinon, je ne pouvais pas les mettre dans un seul tableau. Vous pouvez répartir la tâche entre les membres de l'équipe pour trouver, pour chaque type d'article, à partir de différentes sources, des documents qui pourraient intéresser votre question de recherche. Dans un premier temps, n'hésitez pas d'avoir une bibliographie riche, mais à condition de faire le filtrage par la suite ensemble. Donc, chacun de vous, je veux dire dans votre équipe, peut venir avec des articles, des documents, vous les mettez sur une liste, dans une base, et puis après vous dites ça c'est bon, c'est pas bon, ben vous délibérez entre vous. J'espère que c'est clair. Eh bien, à partir de cela, vous déposez votre livrable 1. Rappelez-vous que le livrable 1, le premier document à déposer, n'est pas que pour le livrable 1, document non noté, c'est surtout pour préparer une bonne partie de l'introduction de votre mémoire finale, aussi bien pour le projet écrit que pour la présentation orale. I hope it's clear. Et voilà, nous sommes à la dernière partie. Je vous ai dit, les chapitres sont courts. Rappel du devoir du livrable 2. Ça s'enchaîne avec le livrable 1. Livrable 2, c'est encore non noté, mais ça prépare toute l'introduction du mémoire qui sera grandement notée. Voilà. À partir de ce moment-là, ça c'est pratiquement dans la séance 3, vous allez dire, voilà dans un contexte, qu'est-ce que nous avons parlé aujourd'hui? Nous allons parler de ce sujet qui pose un petit problème, et c'est un problème qui est problématique et question de recherche. C'est important pour le monde d'entreprise, pour le monde académique, pour le monde social, et nous avons trouvé déjà des ressources pertinentes pour notre question de recherche. N'oubliez pas que la séance 4, donc je vous le dis tout de suite parce que ça se prépare, et surtout à la troisième séance, nous travaillons beaucoup là-dessus. Chaque membre doit avoir un article académique, à coup sûr, sinon vous n'aurez pas le temps, aussi bien pour déposer une synthèse de l'article académique qui comptera pour 60% de la note finale, mais également la note de synthèse fera partie de la bibliographie du mémoire collectif. Ça, je pense que vous allez aimer la situation de ce monsieur qui vous est familier, j'en suis certain. J'aime beaucoup cette citation. Inventer, c'est penser à côté. Mais attendez, c'est penser à côté. Penser, c'est la rigueur, c'est tout ce que nous avons vu jusqu'à maintenant. C'est pas n'importe quoi. Ne croyez pas que lorsqu'on sort de l'ordinaire, on sort de l'ordinaire pour inventer. Parfois, c'est peut-être parce qu'on n'est pas préparé. Très bien. Ok, très bien. Nous sommes arrivés à la fin, the end. Et puis, c'est seulement, sachez que c'est la fin de la séance 2. Ce n'est qu'à... Au revoir.